quelqu'un qui avait le pied qui était gangréné et que dans le rêve a été une greffe qui a été faite à travers, à partir de la noire. C'est pour ça que vous voyez. Mais le démarrage de la greffe, il faut donner ce nom à Alexis Carrel. Alexis Carrel, c'est un jeune interne qui était à Lyon et qui a dit écoutez, c'est pas possible, puisque maintenant, quand on avait une blessure du vaisseau, il fallait les ligatures. Il est allé voir les ouvrières qui faisaient la soie. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de tissus de soie. Il a appris comment il fallait faire. Il a commencé à coudre les vaisseaux. À partir de ce moment-là, il a pu obtenir une structure vasculaire. Et il a utilisé immédiatement pour faire les premières greffes. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait greffe de rein. Il le mettait au niveau du cou du chien, il le mettait au niveau de d'amont, mais c'était le démarrage des transplantations. Alors, ce qui est caractéristique, la petite histoire pour Alexis Carrel, c'est qu'il est parti aux États-Unis. Il a eu le prix Nobel. Pendant la Première Guerre mondiale, il est revenu en France, il était dans les ambulances. C'était un juif qui a eu la réputation d'être nazi. Tout existe, vous voyez. C'est la raison pour laquelle l'université Lyon, qui s'appelait Alexis Carrel, on l'a débaptisé à cause de ça. Je pense qu'on... Bon. On arrive à un deuxième prix Nobel, M. Medava, qui a fait des greffes de peau sous les animaux et qui a montré antigénéticité des tissus. Et puis, encore un autre prix Nobel, c'est M. Doucet, c'est un Français, qui a montré le système HLA en disant pourquoi il y avait des problèmes de rejet dans les patients. Alors, pour le cœur, il faut quand même que je vous parle de Norman Chauvet. On revient en 54-55 à Lillehaye, celui que je vous ai dit qui est rustique. Lui, il avait un résident américain qui s'appelait Chauvet. Et puis il y avait deux résidents étrangers, l'un qui s'appelait Cameron et l'autre qui s'appelait Barnard. Et puis il est parti en Californie parce que le climat est meilleur, il avait un service qui marchait remarquablement bien, et puis il a mis au point les techniques de la transplantation cardiaque. Voilà, cette technique, et c'est ça, ça consiste à couper ici, de couper là, enlever le cœur et de mettre notre à la place. Voilà. Et puis un jour, ses copains y allaient là-bas, Cameron et puis Bernard l'a fait, et il dit bon, qu'est-ce que tu as fait de beau? Et il dit je fais des transplantations. Tout le monde fait des transplantations et il le voit. Cameron retourne en France, bon, et puis Bernard il revient en Afrique du Sud. Pourquoi Chaumet n'avait pas fait ça? Il a dit pour que le cœur doit battre pour qu'on fasse les transplantations. Et je n'ose pas faire ça. Mais Bernard, le seul mérite qu'il a eu, c'est qu'il a osé. Alors peut-être qu'en Afrique du Sud, c'est bon. Voilà, notre photo d'eau là-bas. Et puis c'est Christophe Cabrol qui, en 68, a fait première transplantation cardiaque en Europe. Et puis l'équipe de Poulet, première transplantation pour tout le monde. Et vous voyez, à l'époque, il y avait deux équipes qui ont continué à faire les transplantations. L'équipe de Chaumet et notre équipe à la Pitié-Saint-Etienne. Et les autres ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'en 68, il y a eu 123 transplantations cardiaques dans le monde avec pratiquement 20 morts. Et les chirurgiens qui n'acceptent pas l'échec, ils ont dit c'est parce que le cœur est un muscle, le rein est une glande. C'est pour ça que le rein marche et que le cœur ne marche pas. Et à ce moment-là, quand j'étais tout un gamin, on m'a dit tu vas faire des transplantations cœur et rein. Et pour ne pas avoir trop de mortalité, je prenais un chien, un deuxième chien, on ouvrait les deux, je prenais le cœur d'un chien que je mettais dans le ventre et un rein qu'on mettait de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça nous permettait d'avoir un cœur qui est nourri, donc on peut savoir les problèmes immunologiques, mais par contre, ce cœur n'assurait pas de fonction, donc ça me permettait d'avoir une mortalité faible. C'est comme ça que j'ai pu faire 104 transplantations, et j'ai pu prouver que le cœur et le rein se comportaient au point de vue immunologique de la même manière.
Donc si on fait transplantation du rein, on doit faire la transplantation cardiaque. C'est comme ça que je suis allé dans l'équipe de la Pitié à cette époque, à cette occasion. Mais on avait beaucoup de déboires parce qu'on avait des rejets, et il a fallu l'arrivée d'un médicament, cyclosporine, pour que les choses soient plus faciles. Alors ça c'est dû à Borel. Borel, il travaillait chez Sandoz, il était en Suisse, à Bâle, et on cherchait comme toujours des antibiotiques. Donc une fois qu'il était dans le pays des Scandinaves, il trouve quelques champignons qu'il ramasse. Quand il est dans son laboratoire, il les teste, il voit qu'au point de vue antibiotique, c'est pas bon. Mais par contre, tout à fait par hasard, dans le boîte de pétri, il y avait des lymphocytes, il voit que les lymphocytes, dès qu'il voit ça, ne marchent plus. Et ce chef lui donne l'ordre d'arrêter en disant qu'il ne veut pas payer un chercheur pour aller sur des choses inutiles. Mais il a continué. Il a continué et ce médicament est sorti dans les années 80 et il est devenu le troisième produit qui a apporté de l'argent à Sandoz. Donc vous voyez que de temps en temps, il faut être désobéissant pour pouvoir avancer. Et avec ça, ça a été la transformation de tout. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons réalisé les premières transplantations de cœur et poumons en Europe en 1981. Ça, ce sont des chiffres qui n'ont pas d'intérêt particulier, on va le passer. On arrive maintenant à l'école artificielle parce qu'on s'est rendu compte que, un, tout le monde ne pouvait pas être transplanté, et deux, il y a des gens qui avaient besoin et qui pouvaient transplanter, mais qui n'avaient pas les réponses. Donc il fallait pouvoir les garder un certain laps de temps. Donc c'était des machines pour faire l'école artificielle totale ou des machines de ventricule d'assistance. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Et c'est en 1985 que notre équipe a mis la première fois en Europe un cœur artificiel. Voilà. Alors ces machines se sont beaucoup miniaturisées, donc vous voyez différentes variétés qui sont installées par ici. Et vous voyez par exemple, cette petite plaisanterie que vous voyez ici, ça coûte quand même 80 000 euros. Hein. Donc pour dire que ce sont tous la chirurgie qui est onéreuse. Voilà. Bon, je crois qu'il va marcher, on va arrêter là. Donc, vous voyez que ce panorama de l'histoire de la chirurgie cardiaque, ça a été des circonstances, ça a été le hasard, ça a été l'acharnement, ça a été désobéissance, et ça a été beaucoup de travail pour y arriver. La chirurgie cardiaque est la dernière chirurgie née. Quel sera son avenir? Je pense que personne ne peut le dire ce soir. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Non, ça va. J'ai l'habitude. Moi, on aime. Ça va. C'était une conférence vraiment très enrichissante. Maintenant, nous avons, si vous n'êtes pas trop fatigué, nous avons un peu de temps pour questions-réponses, s'il vous plaît. Docteur Aziz. Je vais commencer. Le premier, c'est toujours un rôle très difficile, d'autant plus que mes questions risquent de ne pas être à la hauteur du personnage que vous êtes. D'abord et avant tout, je tenais à rappeler le souvenir du professeur Charles Dubost, qui aimait beaucoup les Iraniens. Et le jour où je suis revenu d'Iran par une raison qui est cachée à personne, le professeur Charles Dubost m'a pris dans son service, m'a présenté à l'hôpital Michel-Salpêtrière, j'ai commencé à travailler avec le professeur Mercadier, et ainsi de suite. Donc, ça m'a porté un coup au cœur d'entendre parler du professeur Charles Dubost, qui m'a beaucoup aidé de mon arrivée en France. D'autant plus qu'en Iran, on l'avait invité à un congrès médico-chirurgical et j'avais eu l'honneur de traduire de façon simultanée ces conférences en persan. Bon, ça, c'est votre sujet de professeur Charles Dubost. Votre conférence est particulièrement intéressante. Et en tant qu'étudiant, bon, je connaissais le Bosch de Kirchner,